Je passe la parole à Monsieur Hensmans et bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour tout le monde, c'est un tout au grand plaisir de retrouver Jean. Alors je dis Jean, je vais le tutoyer, pas pour faire mon malin, mais parce qu'on se connaît depuis vraiment très longtemps. Et donc, on a un petit peu préparé quand même l'affaire. Alors pour présenter rapidement Jean, Jean est un économiste qui a fait des études en Angleterre, hein, d'économie en Angleterre, et puis surtout s'est rendu en Inde et y est resté et est devenu indien avec le temps. Il a travaillé aussi avec des gens que vous connaissez sans doute peut-être un peu plus, qui ont un peu plus de renommée internationale que Jean, malheureusement peut-être. Amartya Sen, avec qui il a écrit plusieurs livres, et Jean a lui-même publié plusieurs livres. Il y a quelque chose, pourquoi est-ce que nous l'avons invité aujourd'hui? Eh bien, parce que c'est d'abord un type de travail oui, un type de travail en économie qu'on connaît peu et qui est rarement pratiqué, en tout cas pas souvent pratiqué. Je dirais c'est une économie militante, une recherche, surtout de la recherche qui est orientée vers l'action. L'idée, c'est d'arriver à des changements structurels. Or, l'Inde est un pays gigantesque, hein, puisque c'est le deuxième pays au monde en termes de population derrière la Chine. Et si je ne me trompe, va bientôt dépasser la Chine, parce qu'on parle d'1 milliard 400 millions d'habitants. Euh, ça va aller assez vite. Et aussi avec une disparité dans la richesse de la population qui est colossale. Je vois ici les chiffres les plus récents que j'ai pu voir, c'est les 10% les plus riches détiennent 55% des revenus du pays sur 1 milliard 400 millions d'habitants. On imagine ce que ça fait beaucoup. C'est aussi un pays qui est entouré de mythes, de légendes et d'images qui ne sont pas toujours correctes. Aujourd'hui, on a entendu parler peut-être du gouvernement Modi et de certains troubles, mais le système de caste, est-ce qu'il existe encore? En quoi ça peut interférer avec les droits humains? Tout ça, c'est des choses qu'on va essayer de passer en revue, même si on n'a pas énormément de temps. Et donc, je vais commencer par une première question générale, c'est sur le climat politique en Inde aujourd'hui, avec cette montée, semble-t-il, de l'autoritarisme et aussi le harcèlement des musulmans. Genre. Oui, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. L'Inde devient de moins en moins démocratique et de plus en plus autoritaire. Par exemple, il ne reste plus grand-chose de la liberté d'expression. Et la démocratie sans la liberté d'expression, ça n'a aucun sens. On tolère de moins en moins la contestation, la dissidence. Juste pour donner un exemple, j'ai un ami, Jignesh Mevani, que vous connaissez peut-être, qui est membre de l'Assemblée législative au Gujarat, donc membre du Parlement du Gujarat, donc personne importante, qui a été arrêté récemment au mois d'avril pour avoir critiqué le Premier ministre Narendra Modi dans un tweet. Donc, c'était quelque chose de tout à fait anodin, à mon avis, mais qui a provoqué une plainte. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne qui s'est plainte et qui a intenté un procès à Jignesh Mevani, qui est un membre du BJP, donc le Bharatiya Janata Party, qui est le parti au pouvoir dont Modi fait bien entendu partie, cette personne qui a intenté un procès à Jignesh Mevani a dit explicitement qu'il le faisait pour avertir tous ceux qui veulent critiquer le Premier ministre. Donc quand on fait des choses comme ça, jour après jour, bien entendu, ça crée un climat de peur et de crainte qui conduit les médias et les intellectuels de plus en plus à s'auto-censurer. Donc, juste une petite précision, c'est qu'Amnesty a dû quitter l'Inde récemment. Hein. On a plein un bureau en Inde. On a été obligé de quitter l'Inde après un vrai harcèlement de la part du gouvernement. Exactement du même schéma. Donc, je viens de parler des individus, mais on essaye aussi de faire peur aux organisations, en particulier à tout le secteur éducatif. Donc, s'il y a une organisation comme Amnesty ou une organisation indienne qui fait des choses qui ne plaisent pas au gouvernement fédéral, bon, on peut avoir une enquête sur la fraude fiscale, ou bien on peut se faire priver de licence pour avoir des fonds de l'étranger, on peut se faire accuser de qui ne demande pas de violer quelques lois. Donc Modi n'a pas besoin de changer la Constitution
ou de faire des choses illégales. En employant des moyens légaux, on peut harceler les individus, les organisations et créer un climat de peur et de crainte. Alors, un autre aspect de tout ceci, donc de la croissance de l'autoritarisme, je ne sais pas si on dit l'autoritarisme. Oui, l'autoritarisme. Un autre aspect, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'institutions démocratiques indépendantes, que ce soit la Cour suprême qui est de plus en plus hésitante à prononcer des jugements qui ne sont pas favorables au gouvernement fédéral, que ce soit les médias, que ce soit la commission électorale qui était très, très indépendante, très puissante. Avant Moody, maintenant, de nouveau, hésite un petit peu et parfois fait du favoritisme aussi en faveur du BJP. Et même le système statistique, par exemple, n'est plus vraiment indépendant. Donc, par exemple, en 2017, il y a eu une enquête de ménage qui semblait montrer qu'il y avait une recrudescence de la pauvreté après 2016. Donc, en 2016, c'est quand il y a eu la démonétisation en Inde. Donc, on a annulé pratiquement 86% de la monnaie du jour au lendemain. Ça a fait une catastrophe économique. Alors, quand c'est reflété dans une enquête en 2017, on supprime l'enquête. Bon, voilà. Donc, quand tu parlais de la Cour suprême, c'est aussi important parce que c'est une cour qui a prononcé parfois des jugements capitaux pour les droits humains. Hein. Tout à fait. Par exemple, maintenant, pour l'instant, il y a une enquête sur Pegasus. Je suis sûr que vous connaissez Pegasus. Donc, c'est un logiciel extrêmement dangereux qui a été utilisé presque certainement par le gouvernement indien contre toutes sortes de citoyens, pas seulement des gens, en fait, même presque pas beaucoup de gens soupçonnés de terrorisme ou d'activité illégale, principalement des avocats, des journalistes, des intellectuels, et ainsi de suite. Ce qu'on ne peut absolument pas tolérer dans une démocratie. Le gouvernement le nie. Cette question est maintenant devant la Cour suprême, donc ça va être vraiment un test de l'indépendance de la Cour suprême, très bientôt, on l'espère. Voilà, donc ce n'est pas... et il n'y a pas beaucoup de chances que ça s'améliore très bientôt. Les prochaines élections parlementaires sont en 2024, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'organisations, de positions politiques organisées, donc on n'a pas trop d'espoir et il est possible que ça continue encore pendant 5 ans après 2024. Le parti du Congrès a disparu ou quasiment? Pas disparu, non, en fait, non, c'était encore le plus grand parti au niveau national après le BJP, donc il pourrait essayer de se renforcer, mais malheureusement, il est très désorganisé pour l'instant. Il y a un problème de leadership, de manque de volonté, je crois. Ouais, ouais. Cet autoritarisme est accompagné aussi par une politique de harcèlement des musulmans. Ce qu'on entend parfois comme discours ici en Europe, il s'est pratiqué du côté indien par Modi et sa bande. Oui, donc ça c'est en un sens l'aspect le plus inquiétant parce que ça peut vraiment aller très loin. Donc je crois que pour comprendre un peu ça, il faut comprendre un petit peu l'idéologie du nationalisme hindou, l'idéologie officielle de ce parti BJP et, ce qui est plus important, l'idéologie officielle d'une organisation nationale qui s'appelle RSS, donc le Rashtriya Swayamsevak Sangh, qui veut dire plus ou moins Organisation nationale volontaire, qui a des millions de membres, qui est très organisée. Et donc ça, c'est l'organisation qui préconise depuis presque 100 ans le nationalisme hindou et qui a en fait créé le parti BJP pour se protéger. Alors, le nationalisme hindou, bon, il y a toutes sortes d'aspects, mais l'idée principale n'est pas très compliquée. L'idée principale, c'est que l'Inde appartient aux hindous et que l'Inde doit devenir Hindu Rashtra, donc ça veut dire un pays hindou, une nation hindoue, pas seulement un État hindou, mais une nation hindoue, parce qu'il s'intéresse plus à la société qu'au gouvernement. Hindou au sens large, pas nécessairement quelqu'un qui vient à un temple, pas nécessairement religieux, plutôt dans un sens culturel, qui peut donc, en principe, inclure aussi les bouddhistes, les jains, les sikhs, parce qu'ils sont aussi, leur religion est plus ou moins de la même souche, d'après cette interprétation, mais qui n'inclut pas les chrétiens et les musulmans, parce que eux, leur religion vient d'ailleurs, donc ils sont un petit peu des outsiders. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le vivre en Inde, mais ce qui veut dire, donc d'après cette idéologie, que s'ils veulent vivre en Inde, ils doivent
accepter ou même adopter cette culture hindoue qu'on considère comme la culture du pays. Bon, donc ça veut dire que, par exemple, un musulman, s'il prie dans sa maison, ça va, on n'objecte pas. Mais quand on commence à avoir des noms de quartiers qui sont musulmans, des mosquées, d'une certaine façon de s'habiller en public, tout ça maintenant on attaque de façon systématique. Donc on essaie d'effacer la culture musulmane. Ça commence par des mesures d'apparence, par exemple, changer les noms des villes. Moi, je vivais avant à Allahabad, donc dans le nord de l'Inde, c'est un nom musulman. Maintenant, ça s'appelle Prayagraj, donc c'est un nom hindou. On commence comme ça et puis on fait petit à petit des choses de plus en plus agressives. Récemment, dans l'État de Karnataka, on a essayé d'empêcher les filles musulmanes de porter le voile dans l'école, alors que ce n'était pas un problème du tout. Ça se fait depuis longtemps, personne n'a jamais fait objection, mais tout d'un coup, on fait objection. Ça a fait d'énormes conflits, ça a créé un énorme conflit sur quelque chose qui avant n'était pas du tout une difficulté. Maintenant, alors que d'autres élèves peuvent porter des signes religieux. Ce n'est pas une question de laïcité. Voilà. Et bon, alors c'est le voile, puis après c'est la tradition culinaire. Donc on essaie par exemple d'empêcher de vendre de la viande dans certains endroits, certaines époques de l'année. Dans certains États, on s'est maintenant attaqué aux mosquées, on les empêche de faire l'azan, donc je ne sais pas comment on dit en français, l'appel à la prière. Qui fait qu'on normalement avec des haut-parleurs. Maintenant, on dit non, pas de haut-parleurs. De nouveau, pas parce que les haut-parleurs font problème, il y a des haut-parleurs partout, les temples font un bruit énorme tout le temps dans les villes indiennes, donc ce n'est pas le bruit qui est le problème. Le problème, c'est qu'on essaie de supprimer de nouveau la culture musulmane. Et alors, il y a évidemment aussi de plus en plus d'incidents de lynching, de lynchage, je ne sais pas comment on dit. Il y a des émeutes aussi de plus en plus, donc, qui commencent par une provocation. Par exemple, on fait une procession dans un quartier musulman en criant des slogans qui ne leur plaisent pas, qui sont parfois vraiment insultants, jusqu'à ce que quelqu'un lance une pierre et puis après on casse tout. Et alors après, quand il y a un procès, c'est principalement les musulmans qu'on met en prison. Et maintenant, non seulement on les met en prison, mais il y a beaucoup d'endroits où on a démoli leurs maisons. Donc les maisons de musulmans qui, soi-disant, avaient incité des émeutes, mais qui sont souvent simplement des gens dont on essaie de s'approprier la maison. Quoi, ouais. Donc sans procès, sans leur donner une chance de se défendre, on prend un bulldozer, on va démolir. Mais ça pourrait déboucher sur des choses terribles, parce que les musulmans sont quand même, c'est le troisième nombre de musulmans au monde, hein, si j'ai bien compris. C'est quand même un nombre important, ça pourrait déboucher sur une guerre ethnique ou religieuse. C'est possible, oui. Et en fait, je crois que dans la tête de certaines personnes dans ces organisations d'extrême droite hindoue, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent provoquer les musulmans jusqu'au point où il y aurait des émeutes et puis on va les exterminer. Je crois que ça, c'est une minorité. Je ne crois absolument pas que l'hindou moyen soutienne vraiment ce genre d'idéologie. Et les gens, il ne faut surtout pas croire que les gens votent pour le BJP parce qu'ils soutiennent l'idéologie nationaliste hindoue. Pas du tout. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on pourrait voter pour le BJP. Mais n'empêche que quand même, il y a des organisations de droite assez organisées, puissantes, qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Tu parlais il y a beaucoup de raisons pour voter pour le BJP en dehors de la question du soutien au nationalisme hindou. C'est quoi, par exemple? Bon, d'abord, il y a beaucoup de propagande, donc il y a des gens qui trouvent que le gouvernement de Modi est mieux à certains points de vue. Il y a eu certains programmes, par exemple, il y a eu un énorme progrès dans le sanitation, comment est-ce qu'on dit? Sanitation, donc oui, l'aspect sanitaire, enfin oui. Sanitaire, donc ça avait commencé avant Modi, mais Modi a fait accélérer ça très fort, donc presque toutes les maisons ont une toilette. Bon, ça, il y a des gens qui trouvent que c'est bien, ils peuvent être influencés par ça, ils ne peuvent pas nécessairement voir tout le tableau. Les gens votent pour toutes sortes de choses qui sont parfois triviales, ils sont influencés par la propagande, et alors évidemment le BJP est très très organisé. Donc quand tu fais du porte-à-porte, il y a un parti qui a ces ressources, ils ont aussi beaucoup d'argent, donc il y a moyen de faire
faire voter les gens pour les BJP, même s'ils ne savent pas du tout de quoi retourne le nationalisme hindou. Voilà. Certains disent que le nationalisme hindou, après on va terminer avec le nationalisme hindou en tant que tel, mais c'est une révolte des classes supérieures. Ça veut dire quoi ça? C'est parce que normalement le système de caste est indépendant, ou en tout cas si tout le monde est hindou, ça n'a pas de raison de prôner le nationalisme hindou. Bon, donc moi je crois justement que donc le nationalisme hindou, ça remonte assez loin, donc c'est presque une centaine d'années maintenant. Je ne crois pas que ça a nécessairement commencé par cette révolte des hautes castes, mais ça a toujours été dominé par les hautes castes, et je crois que la montée dans les décades récentes a vraiment été menée par les hautes castes, parce que les hautes castes se sentent menacées par la démocratie, et en particulier par les tendances égalitaires de la démocratie. Bon, l'Inde est encore très inégale. N'empêche qu'il y a des principes démocratiques, tout le monde a un vote, tout le monde est soi-disant égal face à la loi, et ainsi de suite. Et alors aussi, il y a des programmes de affirmative action, donc action positive pour les classes défavorisées, qui déplaisent très fort aux hautes castes, parce que en fait, historiquement, c'est eux qui ont bénéficié de l'action positive. Maintenant, ce sont les autres. Donc, il y a des choses qui déplaisent, et économiquement aussi, il y a beaucoup de castes, pas nécessairement les intouchables, mais les castes intermédiaires, qui ont fait beaucoup de progrès dans les décades récentes. Donc, les privilèges des hautes castes sont un peu menacés, certainement dans les zones rurales, peut-être moins dans les autres zones urbaines. Et je crois que la montée du nationalisme hindou, c'est un petit peu une réaction, et une tentative de réaffirmer ces privilèges, donc en préconisant cet ordre social soi-disant hindou, qui est leur perception de l'ordre social hindou, qui est l'ordre traditionnel préconisé par les hautes castes, qui inclut bien entendu le système de castes. Et alors, dresser les gens contre les musulmans, ça aide les hautes castes à s'assurer que les castes défavorisées les soutiennent eux vis-à-vis les musulmans, plutôt que de s'attaquer au système de caste et aux privilèges des hautes castes. Ça fait vraiment le jeu des hautes castes, et le mouvement a toujours été dominé par les hautes castes, bien que maintenant, malheureusement, des personnes de différentes classes et milieux, sauf les musulmans bien entendu, commencent à soutenir, si pas le national hindou, en tout cas le BJP. C'est une stratégie classique de diviser les gens, de diviser en dénommant un ennemi extérieur, et tout à fait. on maintient on dit souvent d'abord il y avait une question, est-ce que toutes les classes ont le droit de vote? J'imagine que oui. Oui, le droit de vote, c'est ce qui reste. C'est ce qui reste de la démocratie. Mais, et une question aussi sur la proportion entre les hindous et les musulmans. Ça doit être 20% hindous environ, je dis ça à pouf. 80%, oui. Oui, environ. Et puis, bon, il n'y a pas que les musulmans et les hindous, mais c'est le plus gros, oui. Okay. Donc ça c'est la situation globale. On a le cadre global dans lequel les choses se passent. Alors peut-être voir un peu du côté des politiques sociales et des droits économiques et sociaux. Tu le disais dans une préparation, ben, il faut mettre en place un cadre légal pour faire respecter ça. Il y a eu des choses vraiment intéressantes qui ont été développées, sur lesquelles on va revenir, mais pourquoi est-ce qu'il faut mettre en place un cadre légal pour mettre en place de vraies politiques sociales? Je crois que ce qu'il faut comprendre en Inde, c'est que malgré la démocratie, et ça revient avant Modi, malgré la démocratie, c'est un système où les pauvres ne comptent pas beaucoup. La plupart du temps, ils ne comptent pas, ils comptent un tout petit peu au moment des élections. C'est là qu'on fait des promesses, et puis bon, parfois il y a moyen de faire des gains sociaux, mais dans la vie de tous les jours, la politique n'est pas beaucoup influencée par les classes défavorisées. Ce sont les riches qui dictent ou pratiquement dictent la politique. Alors, je crois que le rôle des lois sociales, c'est de forcer le système justement à faire plus attention aux marginaux et aux pauvres. Non seulement ça, mais aussi à donner aux gens bargaining power, donc le pouvoir de négociation, parce que ça leur donne des droits qu'ils peuvent revendiquer. Ça leur permet aussi de s'organiser, parce que ça leur donne des droits communs. Donc, pour donner un exemple évident,
la loi nationale sur l'emploi garanti dans les zones rurales, donc le National Rural Employment Guarantee Act, qui donne un droit d'emploi en 15 jours sur des chantiers locaux à tout qui est prêt à travailler au salaire minimum donc sur ces chantiers. Bon, il y avait déjà des chantiers comme ça avant, en particulier pendant les périodes de sécheresse, mais maintenant, dans tout village, on peut demander qu'un chantier soit mis en œuvre pour donner de l'emploi aux travailleurs locaux. Donc, ça permet… C'est énorme, ça, comme exemple, parce que c'est quelque chose qu'on connaît peu dans d'autres pays au monde. On commence à en parler dans beaucoup d'endroits, mais c'est vrai que c'est une expérience assez unique qui n'a pas commencé vraiment avec donc ce National Employment Guarantee Act. Ça a commencé avant ça, donc dans les années 70, dans l'État du Maharashtra. Et puis maintenant, la loi nationale est inspirée de cette expérience-là. Mais c'est vrai que c'est une idée assez nouvelle, mais je crois qu'il pourrait s'appliquer dans beaucoup d'autres pays, en particulier dans des pays en développement. Donc l'idée, c'est de donner aux gens des droits qu'ils peuvent revendiquer et aussi qui leur permettent de s'organiser. Donc maintenant, on voit dans de plus en plus d'endroits des travailleurs qui sont employés sur ces chantiers et qui commencent à s'organiser et qui pourraient en fait potentiellement devenir une espèce de grand syndicat. Je n'entends plus là. Ce genre de mesure a eu un impact plus large que simplement fournir du travail aux gens qui le demandaient. Je pense au mode de paiement, des salaires, etc. Donc, oui, tout à fait. Donc, plusieurs de ces lois sociales, mais en particulier la loi sur l'emploi garanti, mais je pense par exemple aussi au repas scolaire. Je les aime bien parce que c'est un petit peu win-win, là, comme gagnant-gagnant. Ça veut dire qu'il y a plusieurs objectifs qu'on poursuit en même temps. Il n'y a pas de coûts, sauf évidemment les coûts financiers. Donc, l'emploi garanti, c'est vrai, c'est premièrement réduire le chômage, réduire la pauvreté, mais c'est aussi créer des atouts productifs dans les zones rurales. Par exemple, on fait des puits, on fait des routes, on fait des étangs, on fait des reboisements. C'est aussi réduire la migration des travailleurs. La migration n'est pas nécessairement mauvaise, mais il faut que les gens le fassent par choix. Il faut qu'ils aient une alternative. Donc, ceci, ça crée une alternative. Ça les aide à immigrer quand ils trouvent vraiment quelque chose de mieux ailleurs. C'était aussi très important pour les femmes, parce que les femmes, bon, la participation des femmes à la force de travail en Inde est une des plus faibles du monde. Elle décline en fait pour l'instant. Et dans les zones rurales en particulier, il y a très peu de travail rémunéré pour les femmes. Il y a beaucoup de travail, bien entendu, elles travaillent tout le temps à la maison, dans les champs aussi, mais travail rémunéré, elles en ont vraiment très peu. Donc ça, c'est une chance pour des millions de femmes d'avoir un travail rémunéré, pas trop loin de la maison, pas dangereux, pas trop exploitatif et tout ça. Donc ça, c'est très important. Et c'est aussi une façon de raviver les institutions démocratiques locales, parce que les chantiers sont organisés, planifiés par les institutions locales, en particulier les conseils de village et les Gram Panchayat et les Gram Sabha, qui sont donc les assemblées générales des villages. Oui, donc, ça implique une plus grande participation, évidemment, des gens qui sont directement concernés par l'impact que les décisions pourraient avoir. Voilà. Ouais. Donc, il y a beaucoup de bénéfices. Il y a quand même, bon, il y a le coût financier qui est au début, bon, qui a été jusqu'à 1% du PIB à un moment donné, mais maintenant c'est moins d'0,5%. Et alors, évidemment, la grosse difficulté, c'est qu'il y a quand même encore assez bien de corruption, et donc de gaspillage. Et ça, bon, c'est une lutte constante qui doit continuer. Mais je pense que néanmoins, c'est un programme qui, bon, ça emploie 50 millions de familles par an. Donc, et ça a joué un rôle très, très important dans les deux dernières années, quand il y a eu le Covid et le confinement, et que tout d'un coup, du jour au lendemain, des millions de personnes pauvres qui n'avaient aucune réserve se sont retrouvées bon, sans source de revenus. Donc, la loi sur l'emploi garanti qui a continué à fonctionner pendant cette période, et aussi la loi sur la sécurité alimentaire ont très fort aidé les gens à survivre. Et il y a eu un certain retour vers les campagnes, non, au moment du Covid, une émigration des villes vers les campagnes, non? Mais il y a beaucoup de travailleurs migrants, donc ils sont retournés à la maison. Oui, oui, pendant cette période-là, mais maintenant, justement, je crois, parce qu'ils n'ont pas le choix.
Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce type de loi, c'est, comme tu disais, les impacts multiples que ça peut avoir. Si on prend le repas à l'école, qui est un exemple extraordinaire, hein, je le cite souvent parce que je trouve ça tellement, tellement extraordinaire. Peut-être ça vaut la peine que tu nous décrives un petit peu comment ça fonctionne. Un repas par jour à l'école pour les enfants. Voilà. Donc, selon la loi nationale sur la sécurité alimentaire, le National Food Security Act de 2013, tous les enfants de 3, donc jusqu'à l'âge de 14 ans, donc jusqu'à la 8e classe, c'est ce qu'on appelle primary et upper primary, donc, ont droit à un repas chaud par jour à l'école ou à l'école maternelle, la garderie d'enfants. Au départ, c'était pas génial, c'était bon, du riz et des patates, tout, bon, bon, ça ne faisait pas tellement de différence parce que c'était plus ou moins ce que les enfants mangeaient quand même à la maison. Mais au fil du temps, ça s'est amélioré et maintenant, ils mangent mieux à l'école qu'à la maison. Donc, ça contribue à la nutrition des enfants, en particulier dans les États où maintenant on donne des œufs aux enfants, ce qui est une source très importante de protéines et de nutrition pour les enfants. Donc, c'est la nutrition, ça fait accroître la présence à l'école parce que les enfants, il n'y a rien qui attire mieux, que ce soit à l'université pour les séminaires ou que ce soit à l'école. Un repas gratuit, ça fait toujours attirer les gens. Donc, la présence à l'école augmente. Ça facilite l'apprentissage, bien entendu, parce que quand on a l'estomac vide, ça n'aide pas à apprendre. C'est très important aussi pour l'égalité sociale parce que ça apprend aux enfants de partager un repas avec d'autres enfants de différentes classes et castes. Et ça, c'est capital parce que le système des castes repose en partie évidemment sur les restrictions de mariage entre castes, mais aussi sur les restrictions. Donc, on ne peut pas prendre un repas avec quelqu'un d'une autre caste, en particulier les personnes de haute caste, sauf dans des circonstances très spéciales, n'accepteront jamais de manger avec quelqu'un de basse caste. Mais ici, on dit non, tout le monde mange ensemble. Et les enfants, évidemment, pour eux, ce n'est pas un problème. Donc, ils apprennent tôt dans la vie à casser un petit peu ces barrières de caste. Ça a un impact aussi sur les femmes, sur la situation des femmes, puisque si les enfants ne rentrent pas le midi à la maison, tout à fait. Ils restent à la maison d'ailleurs, elles peuvent travailler à ce moment-là. Voilà, donc c'est un soulèvement pour les mères et ça crée aussi assez bien d'emplois pour les femmes puisque la cuisine est faite par des femmes, la cuisine et bon, le nettoyage et ainsi de suite. Donc ça emploie, je ne sais pas, peut-être 2-3 millions de femmes dans ces zones rurales où il n'y a pas grand-chose d'autre comme en termes d'emploi rémunéré. Donc c'est vraiment, je crois que c'est un des meilleurs programmes sociaux en Inde pour l'instant. Et bon, ça couvre 120 millions d'enfants, donc c'est à grande échelle. Et je crois que c'est quelque chose qu'on devrait vraiment faire partout. En voyant ce qui se passe dans d'autres pays, on est étonné que c'est une recette qu'on n'essaye pas d'appliquer un peu. Mais ça existe dans d'autres pays aussi, ce n'est pas seulement en Inde. Mais non, et ça ne coûte pas cher du tout, donc je crois que tous les pays pauvres pourraient faire ça et que ce serait de l'argent vraiment, vraiment bien dépensé. La corruption, comme tu disais, reste importante. C'est vrai que l'Inde n'est pas la seule, évidemment, concernée, mais lorsque ça touche aussi les salaires, notamment dans ces emplois garantis au niveau local, ça, c'est plus gênant quand même, quoi. Oui. Alors, donc, quand le programme national d'emploi garanti dans les zones rurales a été mis en œuvre en 2005, c'était en même temps que la loi sur le droit à l'information. Ça, c'était très important. Parce que donc l'Inde a maintenant une des lois les plus fortes dans le monde sur le droit à l'information. Donc, tout citoyen, en fait, tout résident, peut demander presque n'importe quel document ou n'importe quelle information, y compris poser des questions, par exemple, sur le pourquoi de certaines décisions politiques et ainsi de suite, et a un droit légal de réponse en 30 jours. C'est impressionnant quand même, ça. C'est impressionnant, ça a eu un succès fou. Donc, donc on peut demander toutes sortes de choses, en particulier donc sur ce programme d'emploi garanti, tous les documents sont disponibles au public, non seulement disponibles sur demande, mais il y a un article dans la loi qui dit que toutes les informations essentielles doivent être présentées au public sans attendre une demande. Donc, dans toutes les fiches de paye, par exemple, toutes les factures de ce programme d'emploi garanti, tout ça est disponible sur l'Internet sans devoir faire une demande. Donc ça a été une loi très importante pour lutter pour la corruption.
et ça a aidé très fort dans beaucoup de contextes, mais on s'aperçoit quand même que ça ne suffit pas. Parce que bon, les gens qui détournent les fonds publics sont vraiment malins et ils trouvent toujours une façon ou une autre. Donc, le droit à l'information, ça aide beaucoup, mais il faut d'autres protections aussi. Donc, maintenant, on fait par exemple beaucoup de ce qu'on appelle social audits. Donc, on fait des audits sociaux, des audits du système. des campagnes pour justement vérifier tous ces documents et essayer d'identifier la corruption. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais n'empêche que ça a beaucoup aidé. Ça fait partie du principe depuis le début. Il y a quelqu'un Chantal, qui demande en quelle langue ces documents d'information sont-ils disponibles? Bon, bonne question. Donc, en Inde, il y a 2 langues officielles, anglais et hindi. Donc, il y a des États où ce sera en hindi, il y en a où ce sera en anglais, ou les deux. Il y en a où c'est la langue locale, parce que... donc, je veux dire, il y a 2 langues officielles au niveau national. Mais au niveau des États, par exemple, si on est au Karnataka, c'est le Canada, si on est au Tamil Nadu, c'est le Tamil. Donc, l'information sera peut-être dans cette langue locale. Voilà. C'est important de préciser qu'effectivement, il y a une disparité quand même dans les manières de mener la politique d'après les États. L'État central est évidemment important, mais il y a des écarts énormes entre un État comme le Jharkhand où tu te trouves et le Kerala, par exemple. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a des politiques différentes qui peuvent être mises en œuvre. Tout à fait. Donc, dans l'ensemble, les États qui sont en avance, par exemple le Kerala, Tamil Nadu, et plus récemment Himachal Pradesh dans le nord, sont les États qui ont compris plus vite que ce genre de programmes sociaux, et en particulier, avant tout, l'éducation, et puis aussi la santé, la nutrition et petit à petit la sécurité sociale. Donc, ce sont les États qui ont compris l'importance de ces choses-là. Le Kerala en particulier a commencé à essayer de pousser la scolarisation universelle au 19e siècle. Donc, ça a commencé très tôt. Et c'est pour ça en grosse partie pour ça, que le Kerala est en avance. Il y a d'autres facteurs aussi, bien entendu, par exemple la position de la femme dans la société, qui est un peu meilleure dans le sud de l'Inde que dans le nord. Il y a des facteurs historiques, politiques, mais je crois que ce qui revient toujours, c'est l'importance de l'action constructive de l'État. Donc, en particulier dans l'éducation à la santé, mais aussi la sécurité sociale, l'infrastructure, même la vie économique, par exemple. Et c'est là que les États du Nord, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, où il y a encore énormément de corruption, de passivité, d'inégalité, d'oppression, de patriarchie. Société patriarcale, oui. Voilà. Société patriarcale. C'est là qu'on est vraiment encore très fort en retard, mais même là, ça bouge. Donc, on peut espérer qu'au fil du temps, l'écart se rétrécisse. Malheureusement, l'optique du gouvernement fédéral n'est pas du tout dans ce sens pour l'instant. Il n'y a pratiquement pas eu d'initiative importante, que ce soit dans l'éducation, la santé ou la sécurité sociale pendant les dernières 8 années. Donc, au niveau national, ça ne va pas bien. Au niveau de l'État, il y a encore beaucoup d'États où il y a moyen de faire bouger les choses, heureusement. Il y a quand même eu des mouvements importants. Je pense au mouvement de Right to Food qui a soutenu ces lois qui étaient apparues, etc., et qui a essayé de pousser à ce que leur mise en œuvre soit réalisée. Est-ce que ces mouvements ont disparu aujourd'hui ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont apparus? Ils n'ont pas disparu du tout, mais ils ont un peu moins de liberté pour les raisons qu'on a discutées au début, donc le fait qu'on n'aime plus trop la contestation et ainsi de suite. On a aussi beaucoup souffert évidemment de la crise de Covid qui a isolé les gens et qui a freiné ces mouvements collectifs. Mais ils existent quand même encore et bon, c'est très, très important. Il y a encore une société civile. Oui, absolument. Oui. Une des questions qui était posée, parce que c'est vrai que c'est une image que donne l'Inde, hein, souvent on dit que c'est un pays en plein développement et en disant il y a une explosion de la classe moyenne. C'est une image, c'est une fausse image ou c'est vrai? C'est une préoccupation du business, ça, hein. La classe moyenne, ça veut dire purchasing power, ça veut dire profit, donc on s'y intéresse.
En fait, le terme classe moyenne est assez ambigu et souvent mal compris. Classe moyenne, en fait, en Inde, ça veut dire classe privilégiée. On ne le dit pas comme ça. Par exemple, un prof d'UNIF, on dirait c'est classe moyenne, mais en fait, c'est le top 10%, même peut-être 1% de l'échelle des revenus. Donc, c'est un terme qu'on emploie souvent pour se donner l'illusion qu'on ne fait pas partie de classe privilégiée. Le business s'intéresse aux classes moyennes parce qu'il s'intéresse au pouvoir d'achat. Et alors, c'est vrai que politiquement, il y a eu un petit peu, c'est vrai, un peu un changement dans le sens où il y a 50 ans, la grosse majorité des gens étaient vraiment pauvres, avaient des problèmes de faibles revenus, de nutrition et ainsi de suite. Et que maintenant, cette classe pauvre qui a besoin de soutien social et de meilleures écoles publiques et ainsi de suite, maintenant, c'est peut-être 20%. Donc, politiquement, on s'intéresse de fait plus maintenant à des gens qui sont relativement aisés par rapport à ce qui se passait à ce moment-là. Ça change un petit peu la politique aussi parce que ça veut dire que les pauvres sont plus marginalisés qu'avant. On évalue, enfin, j'entends les chiffres, on parlait de 130, 150 millions de personnes, c'est sur 1,4 milliard d'habitants, la classe moyenne dont on parle hein, dans certains articles, etc. Ça dépend des critères. Oui. Et de toute façon, ça reste minoritaire par rapport à l'ensemble de la population quand même. Ouais. On va peut-être tout doucement passer aux questions parce que je vois qu'on a pris les 40 minutes. Il y a 2-3 questions qui étaient déjà que je n'ai pas posées et qui sont apparues. C'est quel est le rôle du microcrédit? Bon, je n'ai pas étudié le microcrédit, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça a commencé avec Grameen Bank au Bangladesh, c'était un grand succès. Puis ça a commencé, on a essayé d'un peu imiter ça en Inde, mais souvent, quand on fait ça sous les auspices du gouvernement, ça ne va pas nécessairement bien. Et alors, il y a aussi ça a aussi attiré beaucoup d'organisations qui en ont fait un business. Donc, en empruntant à bon marché à des banques, parfois c'est le marché international, et puis on fait du microcrédit où on fait payer 2% par mois ou un truc comme ça. Et il y a eu des problèmes avec ça, parce que dans l'état de l'Andhra Pradesh en particulier, il y a eu un moment où on a dit, bon, il faut... les gens qui ne savent plus s'enterrer ne doivent pas rembourser. Donc, il y a eu une faillite de toutes sortes d'organisations de microcrédit. Donc, il y a un peu de tout. Hein. Certainement, en principe, le microcrédit bien fait, ça peut beaucoup aider, puisqu'il y a des tas de gens qui ont des ressources locales qu'elles peuvent utiliser et qui pourraient faire mieux si elles avaient un peu de capital que d'avoir un emploi non qualifié. Donc, si c'est bien fait, c'est certainement utile. Mais il faut faire attention aux abus et dans le secteur public à la corruption. Un des points qu'on avait abordé en discutant avant cette réunion, c'était la question de la protection des données et de la biométrie. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas comme ça ici. Il s'agit de tout ce qui relève de l'usage simplement de l'empreinte digitale, notamment pour retirer de l'argent, pour avoir accès à des fichiers. Alors, donc, chacun a un numéro unique lié aux empreintes digitales. Ce n'est pas encore obligatoire en principe, en théorie, mais en pratique, c'est pratiquement obligatoire parce que c'est très difficile de vivre sans un numéro unique. Ça s'appelle Aadhaar. Alors, ça a créé beaucoup de problèmes. D'abord parce que la technologie n'est pas tout à fait au point. Donc, la biométrie, ce n'est pas 100% fiable. En fait, il y a beaucoup de cas où les empreintes ne marchent pas trop fort, en particulier pour les travailleurs et pour les personnes âgées qui n'ont pas nécessairement d'empreintes digitales qui sont faciles à décoder. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont de grosses difficultés à employer le système parce que, par exemple, juste pour donner un exemple assez important, donc les subventions, les subsides alimentaires maintenant, ça passe par les biométries. Donc, chaque mois, on peut aller à un magasin de rationnement pour avoir
son riz ou son blé, mais il faut s'identifier en employant donc, ce système biométrique. Donc, on donne son numéro unique et puis on met son doigt dans une machine pour prouver que c'est bien le numéro qui nous appartient. Et pour ça, il faut que l'empreinte soit reconnue par la machine. Alors, pour ceux pour qui la machine ne marche pas, ils sont privés de rations alimentaires. Donc ça, ce n'est pas une toute petite minorité, même si c'est 4-5%, ce sont les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui dépendent le plus des subsides alimentaires. Donc ça, c'est un gros problème. Donc c'est en partie des problèmes techniques comme ça. C'est aussi beaucoup de fraude parce qu'on a lié les comptes bancaires à ce numéro. Il en a mis en place un système de micro-ATM. Les distributeurs de billets, ce sont les distributeurs de billets. Donc, au lieu d'avoir une smart card et un PIN code, là, on a juste son empreinte digitale. Et avec l'empreinte digitale, on peut retirer de l'argent de son compte en banque. Mais c'est très facile de copier les empreintes digitales. C'est aussi très facile de persuader quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop de mettre leur pouce dans une machine comme ça, une machine biométrique, et puis on peut vider leur compte en banque. Donc, il y a eu des problèmes techniques, des problèmes de fraude. Et très important, le plus important à mon avis, c'est que ça a créé cette énorme banque de données d'empreintes digitales au niveau national. Donc, il y a une banque de données où il y a les empreintes de tout le monde. Et ce numéro unique qu'on emploie un peu partout maintenant permet au gouvernement de lier toutes sortes de banques de données et donc de surveiller un petit peu tout le monde. Et ça peut, en particulier, dans ce climat dont on a discuté au début d'autoritarisme et ainsi de suite, ça peut être vraiment dangereux. Par exemple, si on voulait cibler les musulmans, on pourrait employer ces données très facilement pour les repérer. Et puis voilà. Vous n'avez pas le RGPD comme en Europe. Oui. Donc, je crois que c'est un système qui a fait vraiment trop de problèmes. Justement, aujourd'hui, j'ai demandé un petit peu à mes amis ici en Belgique et aux Pays-Bas quel genre de carte d'identité on a. Et bon, on n'emploie pas ce genre de système ici. Et je crois qu'on a raison. Je crois qu'on aurait pu faire ça. Pas encore, en tout cas. Alors, dans les questions qu'on a, il y en a quelques-unes qui sont arrivées, dont certaines qui pourraient réclamer des conférences complètes. Une première, quel est l'impact de la Journée nationale des filles? Je ne connais pas. Mais... Je ne connais pas non plus, donc ça répond à la question. Voilà, je pense que oui. Alors, l'importance du système de caste, on en a beaucoup parlé, mais c'est encore quelque chose qui est très prégnant dans la société indienne aujourd'hui. Oui, et qui ne va pas disparaître si facilement, parce que tant qu'on ne se marie pas entre castes, les castes vont rester. Et le mariage, c'est encore principalement, donc d'après cette enquête nationale Family Health Survey, environ 90% des gens continuent à se marier, plus ou moins, pas exactement dans leur caste, mais dans leur groupe de caste. Donc, c'est tout. Donc, il y a toujours très peu d'acceptance du mariage entre castes, et donc ça va continuer. Et alors, évidemment, les castes privilégiées ne veulent pas renoncer à leurs privilèges, donc il faut s'assurer que ça continue comme ça. D'accord. Il y a une question qui dit aussi, de Belgique, on a l'impression que l'Inde et la Chine sont deux grands géants un peu rivaux, même si le problème de l'eau les rend parfois un peu fort rivaux plutôt. Mais est-ce une réalité perçue depuis l'Inde ou est-ce qu'il y a une détermination par rapport à la Chine ou bien est-ce qu'on ne s'en préoccupe pas? Alors, je crois que l'Inde, quand on dit l'Inde, c'est l'élite indienne. Donc, l'élite indienne est jalouse de la Chine et on est vraiment obsédé par le but de dépasser la Chine, ce qui, à court terme, est impossible. La Chine est vraiment des décades en avance. Je crois que c'est très dommage que la Chine et l'Inde se perçoivent comme ça, comme des rivaux, plutôt que d'essayer de promouvoir la coopération, les échanges. On peut dire la même chose au niveau mondial, bien entendu. Mais je crois que l'Inde et la Chine auraient pu apprendre beaucoup l'un de l'autre et qu'on aurait dû essayer de favoriser la coopération et les échanges. On ne fait pas du tout ça parce qu'on se perçoit comme des rivaux, alors qu'en fait, si la Chine croît économiquement, c'est bon pour l'Inde, ce n'est pas mauvais, mais on perçoit ça comme un échec de la part de l'Inde. Donc, est-ce que les routes de la soie vont passer à travers l'Inde? Comment? Est-ce que les routes de la soie vont passer à travers l'Inde? Pas pour l'instant, je crois. L'Inde ne fait pas partie de cette One Belt, One Road Initiative.
Oui, je crois que c'est dans la psychologie des classes privilégiées en Inde, je crois que cette obsession de devenir un leader au niveau mondial, et en fait, ça fait aussi partie de l'idéologie du nationalisme hindou, que l'Inde doit devenir le modèle pour le monde, ce qu'on dit Vishwaguru, donc le gourou du monde. donc il y a vraiment un désir de dépasser les autres pays et de faire la compétition avec eux. Je crois que c'est assez dommage et que ça prive l'Inde de beaucoup de chances de coopération et d'apprentissage mutuel. En tout cas, maintenant, elle apparaît comme le grenier à blé de certains pays. Enfin, elle pourrait le devenir. Il y a des discussions avec l'Égypte et des choses comme ça. Ouais. Il y a une question, mais alors là, ça vaut vraiment toute une conférence aussi. Qu'en est-il du conflit au Cachemire? Bon, une conférence. Ça va mal, bien entendu. Le gouvernement de Modi a cru régler l'affaire il y a 3 ans, donc en avril, le 5 août, je crois, 2019, en abrogeant l'article 370 de la Constitution, qui est l'article en fait c'est en fait la base de l'accession du Cachemire à l'Inde. Donc si on supprime cet article, il n'y a plus vraiment de base pour l'accession du Cachemire à l'Inde. C'est quel paradoxe. Mais on a dit, bon, on élimine ça et on considère le Cachemire une fois pour toutes pour une partie de l'Inde, point final. Mais ça, bien entendu, pour le peuple du Cachemire, d'énormes difficultés à accepter ça. Donc, le conflit a continué, le militarisme a continué, les conflits continuent, les violations de droits humains continuent. Ça a en fait empiré, ça a fait empirer la situation. Donc, on ne voit pas de solution facile, et surtout dans ce climat. Donc, ça fait aussi partie un petit peu de ce qu'on discutait avant, donc de cette tentative constante d'humilier et de harceler les musulmans. Donc, la politique par rapport au Cachemire fait partie de ça. Donc, par exemple, maintenant, on essaye de favoriser les implantations de l'extérieur, donc d'autres parties de l'Inde, au Cachemire. Ce que les gens du Cachemire perçoivent comme une très grosse menace. Donc, ils sentent leur culture menacée, leur indépendance menacée. Mais bon, ça ne fait pas problème au gouvernement Modi. Un peu la stratégie chinoise au Xinjiang, ça a été la stratégie chinoise au Xinjiang ou au Tibet de faire venir des Han s'installer dans la région. Voilà. Ouais. Donc, ça va de mal en pis. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question de savoir si est-ce que l'Inde ne sera pas une des plus grandes victimes du changement climatique? Est-ce qu'on s'attend à ce qu'une large partie de son territoire deviendra invivable, dit Laurent qui pose la question. Est-ce qu'il y a une préparation à ça ou est-ce que la question des changements climatiques et environnementaux est présente dans le débat? Toi qui es dans un état de charbon, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de charbon. Je ne suis pas spécialiste du tout des questions climatiques. Mais oui, bien entendu, il y aura des dégâts. Dans cette année-ci, en fait, juste maintenant, il y a une chaleur épouvantable dans certaines régions de l'Inde, plus que 50 degrés à certains endroits. Il y a la crainte que les glaciers vont fondre, il y a la crainte que certaines régions vont être inondées, et ainsi de suite. Malheureusement, l'Inde, à mon avis, ne fait pas grand-chose à ce point de vue-là. Et c'est encore un peu à cause de cette obsession de la puissance au niveau mondial. Si on veut la puissance au niveau mondial, il faut la croissance économique. Si on veut la croissance économique, il faut de l'énergie. Si on veut de l'énergie, on peut développer l'énergie solaire et on le fait. Mais il faut aussi le plus de charbon possible. Donc, on continue à exploiter le charbon au maximum et on ne prend pas trop de responsabilité au niveau mondial parce qu'on considère que le problème a été créé par les pays riches et que c'est la responsabilité des pays riches, en tout cas de payer. Et il y a du vrai là-dedans, je crois. Donc, mais bon, c'est pour ça que les promesses que l'Inde a faites jusqu'à présent ne sont pas très impressionnantes. Et bon, entre-temps, on va au maximum pour le charbon. Donc, c'est inquiétant.
Alors, il y a, en ce qui concerne les personnes importantes, et il y a Modi, évidemment, hein, qui occupe le pouvoir maintenant. Quelqu'un dit, tiens, est-ce qu'il y a un dauphin? Est-ce qu'il y a une succession qui est prévue? Et l'autre personnage mythique, hein, quand on parle de l'Inde, c'est Gandhi. Qu'est-ce qui reste de sa pensée aujourd'hui? Bon, dauphin, s'il y en a un, je crois que c'est sans doute Yogi Adityanath, qui est le Chief Minister de l'Uttar Pradesh, qui est bien pire que Modi, parce que lui, c'est vraiment, oui, non, oui, c'est vraiment le nationaliste hindou, anti-musulman, beaucoup plus agressif que Modi. Donc, si c'est lui, ce sera pire. C'est possible aussi que Modi ait encore un terme, mais je crois que ce n'est pas illégal, ce ne serait pas illégal pour lui d'avoir un troisième terme. Mais si on voit quand même que s'il y a quelqu'un après lui, ce sera peut-être Yogi. Donc, ça pourrait devenir encore pire. Gandhi, ce qu'il en reste, je crois que l'idée qu'on se fait de Gandhi ici, donc la non-violence, bon, cette idée que l'Inde est non-violence, ça ne s'est jamais vraiment appliqué. Je crois que l'Inde a une longue histoire de violence comme tous les pays du monde. Donc, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de mouvement pacifiste, par exemple. Il y a des sectes, par exemple les Jains, qui ne veulent même pas faire de violence à des moustiques, ça existe. Mais des mouvements politiques pacifistes, il n'y en a pas vraiment. Je crois qu'il y a des penseurs et des leaders qui ont eu beaucoup plus d'influence concrète que Gandhi, par exemple. Ambedkar, qui était non seulement une grande inspiration pour les intouchables, étant un intouchable lui-même, mais aussi la personne qui a travaillé sur la Constitution et qui a aussi fait des choses extraordinaires en tant que ministre de la Justice, de l'Emploi, et ainsi de suite. Je crois qu'il y a des gens comme ça qui ont eu, en fait, à long terme, beaucoup plus d'influence. Mais Gandhi, c'est la personne dont on met le portrait sur le mur. Et voilà. Tout le monde l'adore, mais personne ne fait comme lui. Et oui, peut-être il y a aussi une question en disant, mais il y a un peu, mais est-ce que l'Inde est un pays riche ou pas? Non, l'Inde est un pays avec des gens riches, une petite minorité. Mais le produit par tête n'est toujours pas tellement élevé, c'est 1/7 de la Belgique. Ouais. Donc, c'est quand même pas grand-chose. Et alors, vraiment pas grand-chose, surtout s'il y a le même déficit. Mais donc, ça veut dire que, donc, on revient, c'est une question qui était revenue en disant, mais cette image de pays high-tech, etc., il y a quand même une génération high-tech qui est importante, mais ça ne recouvre pas, c'est pas la réalité de tous les Indiens aujourd'hui. De high-tech. High-tech, des gens qui travaillent dans tout le secteur de l'informatique, etc. Il y a beaucoup de développement qui se fait en Inde aujourd'hui. Oui. Donc, ce qui s'est passé pendant cette période donc, des 30 dernières années de globalisation, donc l'Inde a commencé à libéraliser vers la fin des années 80, et puis s'est en fait intégré de plus en plus au niveau mondial. Et ça a permis à une certaine couche sociale, donc par exemple les high-tech, mais aussi les intellectuels, et ainsi de suite, de faire partie de leur contrepartie au niveau mondial. Donc, le gars qui travaille dans l'informatique à Bangalore, il est plus ou moins au même niveau que celui qui est en Californie. Par contre, les travailleurs non qualifiés ou soi-disant non qualifiés, parce que tout le monde a des qualifications, mais la question c'est est-ce qu'on a des qualifications qui sont reconnues par le marché? Donc l'Inde a une énorme masse de travailleurs qui n'ont pas beaucoup de qualifications marchandables et qui, eux, sont restés là où ils étaient. Bon, petit à petit, leur salaire augmente, mais très peu. En fait, la croissance des salaires réels pour la masse des travailleurs est encore très, très faible. En Inde, c'est peut-être 1 ou 2%, comparé à 7 ou 8% en Chine. En Chine, les salaires réels ont augmenté presque aussi vite, pas tout à fait aussi vite, mais presque aussi vite que le produit national brut. Tandis qu'en Inde, on voit une croissance. Jusqu'en
2016, on avait une croissance très forte du produit national brut et des revenus des classes privilégiées, mais une croissance très lente des salaires réels pour la masse des travailleurs. Parce qu'une grosse partie, je suppose, reste l'agriculture. Une grosse partie des revenus est liée à l'agriculture, j'imagine. Moins qu'avant quand même, donc ce n'est plus aussi important qu'avant. Mais dans tout donc presque 90% de la force de travail en Inde est dans le secteur informel, donc sans salaire minimum effectif, sans bénéfices sociaux et ainsi de suite. Et y compris une énorme masse de travailleurs qui n'ont pas beaucoup d'éducation, qui ne sont pas bien nourris, qui n'ont pas beaucoup de formation, et ce sont ceux-là qui freinent la hausse des salaires réels. Et c'est là qu'il y a une différence avec la Chine, parce que la Chine a investi très, très tôt dans l'éducation, la santé, la nutrition, et ainsi de suite. Donc elle a une force de travail qui est beaucoup plus productive que la force de travail indienne. Alors, pour terminer, parce que je crois qu'on doit arriver tout doucement, on arrive tout doucement à la fin. Dites-moi si je me trompe. Antoine? On a prévu 20h15, donc on a encore un peu de temps. On est bon, oui. Ça va. Donc, une des questions qui était posée, l'Inde a été jadis un des pays leaders des non-alignés, comme on les appelait. Est-ce que ça a encore un sens? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore en place ou pas? Non, ce n'est plus en place tel que ce l'était avant. Et je crois que l'Inde ne s'intéresse plus trop à ça. Comme je disais, le leadership, l'élite en Inde veut devenir une puissance mondiale. Ça, c'est le point principal. Donc, les relations internationales vont être vues principalement de ce point de vue-là. Par exemple, ce qui se passe en Ukraine maintenant, on voit ça du point de vue de ce que l'Inde va pouvoir en retirer. Donc, la question, c'est de savoir est-ce qu'on a encore besoin des armes des Russes, est-ce qu'on va donner du blé à l'Égypte, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut avoir du pétrole moins cher de la Russie? La justice dans tout ça et la paix, ça n'intervient pas. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est dommage, je crois que c'est une espèce de contradiction parce que si on veut vraiment être une superpuissance, ça voudrait aussi dire, je crois, prendre des responsabilités au niveau mondial et pas seulement penser il faut bien sûr penser à la population indienne avant tout, mais ce n'est pas le tout. Mais pour l'instant, en fait, ce n'est pas la population indienne à laquelle on pense, c'est les privilégiés indiens auxquels on pense. Est-ce que l'Inde joue un rôle politique dans la région, en tout cas? Si elle ne joue pas un rôle sur la scène politique internationale visible, en tout cas, hein, mais est-ce qu'au niveau régional, est-ce qu'elle joue un rôle par rapport à ce qui se passe au Myanmar ou dans d'autres, où ça passe totalement à côté? Elle joue un rôle, mais pas nécessairement un rôle très constructif. Par exemple, dans l'Asie du Sud, il n'y a pas beaucoup pas beaucoup de coopération, il n'y a pas beaucoup d'échanges libres, et on aurait pu faire tout ça de nouveau si on ne se voyait pas comme constamment en compétition, et dans ce cas-ci, si on ne se voyait pas comme la puissance locale. Mais oui, évidemment, l'Inde s'intéresse toujours à ce qui se passe chez les voisins. Elle est intervenue d'une façon malheureusement catastrophique au Sri Lanka il y a quelques années. Il y a toujours des petites magouilles au Pakistan. et voilà, donc, bien sûr, l'Inde s'intéresse à ce qui se passe dans le voisinage, mais je crois qu'il y a un problème dans l'ensemble de l'Asie du Sud de manque de coopération au niveau international. Quelqu'un a posé justement la question sur les relations avec le Pakistan. Il y a encore des tensions. C'est la même chose. Donc, le Pakistan est considéré comme un younger brother, donc de nouveau comme un ennemi, alors qu'en fait, il n'y a aucune raison que le Pakistan soit un ennemi. En fait, parmi les... Bon, quand les Indiens vont au Pakistan, en général, ils sont bienvenus. Donc, il n'y a pas d'animosité nécessairement entre les Indiens et les Pakistanais. En fait, moi, j'ai participé à des rencontres indo-pakistanaises en Inde qui étaient absolument magnifiques, où c'était extraordinaire quelle ambiance il y avait. Et je sais bien aussi que quand les étudiants pakistanais et indiens se retrouvent dans les universités aux États-Unis et ainsi de suite, ils sont très souvent amis. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir cette animosité. Mais évidemment, pour le gouvernement indien, il faut un petit peu maintenir les tensions et il faut essayer on n'est pas du tout prêt
aucun compromis, que ce soit sur le Cachemire ou sur quelque chose d'autre. Donc, on se considère comme le plus fort et voilà. Est-ce que ça veut dire, quelqu'un pose la question, est-ce que puissance mondiale ou puissance, oui, essayer de devenir une grande puissance mondiale signifie puissance militaire? Oui, ça veut dire aussi puissance militaire, bien sûr. Et là, bon, je disais que l'Inde n'est pas un pays riche, donc le revenu par habitant est encore assez faible, mais c'est un grand pays, il y a beaucoup de monde. Et l'armée, bon, la puissance de l'armée, ça ne dépend pas du revenu par tête, ça dépend du revenu total. Donc, si l'Inde dépense 2% du PIB en dépenses militaires, ça fait beaucoup de dépenses. Donc, elle a déjà une armée assez puissante et elle va certainement continuer à investir dans l'armement et ça n'aidera pas. Bien. Pour terminer, peut-être une question sur l'avenir. Alors, je ne vais pas te demander de sortir ta boule de cristal, bien entendu, mais quelles sont à la fois les tendances positives que tu vois, et puis on a parlé beaucoup des tendances négatives, hein, avec l'autoritarisme, etc. Est-ce qu'il y a des signes qui permettent de dire tout n'est pas perdu et on peut encore progresser? Bon, d'abord, le BJP, tôt ou tard, il va perdre les élections. La démocratie, donc, il n'y a aucun parti qui est jamais resté au pouvoir pour toujours dans une démocratie. Et la Constitution reste en vigueur. Donc, il y a des gens, bien sûr, qui croient que le BJP va essayer de changer la Constitution, mais pour l'instant, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent sans devoir modifier la Constitution. Si la Constitution reste en place et que les institutions comme les élections et ainsi de suite restent en place, tôt ou tard, le BJP va perdre. Donc, ce n'est pas pour toujours. Je crois que un des signes d'espoir très importants en Inde, c'est que les... On m'entend là? Oui. Oui. Je crois qu'un des développements très importants en Inde, c'est que les classes et les castes défavorisées, en particulier les intouchables, commencent à s'affirmer de façon très sérieuse. Ils ne veulent plus des injustices du passé. Ils ne veulent plus que d'autres personnes parlent pour elles. Elles veulent s'exprimer elles-mêmes, elles veulent revendiquer leurs droits, elles veulent que les choses changent. Ça, je crois que c'est très important. Et ça va créer des conflits. Donc le système de caste, comme j'ai dit, ne va pas disparaître facilement du tout. Mais je crois qu'il y a des gens qui demandent que ça change et qu'on ne va pas pouvoir réprimer facilement. Les femmes, bien sûr. Pardon. Non, vas-y, continue. Bon, même chose pour les femmes. Donc, l'Inde est un des pays que les plus grosses inégalités entre hommes et femmes à beaucoup de points de vue. Mais de nouveau, là, les change choses et les femmes maintenant veulent participer à la force de travail, à la vie politique, à la vie intellectuelle et ainsi de suite. Et bon, ça va enrichir très fort, là, je crois. Est-ce qu'on voit l'émergence d'élites au sein des classes les plus défavorisées? Oui, mais je ne crois pas que ça, c'est le plus important. Oui, on voit des membres de parlement, on voit des intellectuels, on voit des businessmen. Dans le monde du business aussi, on commence à en voir. Mais je crois que ce qui est plus important, c'est que la masse des gens s'affirme plus, se font exploiter moins facilement, comprennent mieux, sont mieux éduqués. Ça, c'est ça qui a aussi aidé dans le Kerala, dans le Tamil Nadu et ainsi de suite, et qui, on l'espère, va aussi aider les autres États tôt ou tard. Donc l'alphabétisation reste un élément clé pour la progression. L'alphabétisation et l'éducation, pas seulement l'alphabétisation, mais l'éducation de qualité. Là, évidemment, il y a encore énormément à faire, bien sûr. Alors, il reste deux questions qu'on a posées, qui sont posées, c'est la sensibilité des gens par rapport à la peine de mort et les droits des homosexuels. La peine de mort, malheureusement, elle est là et il n'y a pas beaucoup de critiques. Je crois que la plupart des gens ne comprennent pas nécessairement pourquoi on peut faire objection, pourquoi ce n'est pas nécessaire. Je crois qu'on y viendra, mais pas de sitôt. Donc la peine de mort, là pour l'instant, mais on ne l'emploie pas, bon, comme on l'a employé en Chine, peut-être même pas aux États-Unis, je crois. Donc il n'y a pas beaucoup de cas il y a des condamnations à mort, mais il n'y a pas tellement de cas où on exécute.
Les homosexuels, là, donc, sur les questions, pas seulement des homosexuels, mais la liberté sexuelle, là, on a quand même fait un gros progrès. Hein. L'homosexualité était illégale, ou en tout cas les actes d'homosexualité, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et il y a quelques années, on a abrogé donc, cet article du Code pénal. Et de nouveau, c'est un exemple de ce que je disais, que donc il y a toutes sortes de gens qui s'affirment, et s'expriment et s'organisent. Bon, homosexuels, toutes les tendances sexuelles maintenant réclament leur liberté. Et là, je crois on fait des progrès assez rapidement. Parce que je crois que la culture hindoue n'est pas hostile à ça. C'est plus facile. Eh bien, on termine quand même avec quelques notes d'espoir, si je puis dire. Voilà. Oui, j'ai essayé de faire critique. Je devrais peut-être être moins critique comme je suis en Belgique. Mais voilà, il faut... On s'y attendait un petit peu quand même. C'est pour ça qu'on a organisé cette rencontre. Personnellement, je te remercie encore 1000 fois pour cette conférence. Parce que ça a été fait en français, il faut le savoir, qui n'est plus vraiment ta langue courante. Hein. Voilà, vous en êtes aperçu, je crois. Pas tellement que ça. Pas tellement que ça. Il y a eu un bel effort. Donc, un tout grand merci à Jean. Merci à toutes les personnes qui sont restées avec nous. Je vois que le nombre n'a pas beaucoup changé. Je ne sais pas si Antoine ou Gypso. Oui. Encore merci, un énorme merci pour toutes ces informations super intéressantes. Alors, on vous donne rendez-vous pour le prochain Agora Amnesty en septembre. Si d'ici là, ça vous manque, vous pouvez toujours aller sur notre chaîne YouTube où il y a les enregistrements précédents. Je vous ai mis le lien dans le chat. Et alors, aussi pour information, de la mi-octobre à la mi-novembre, il y aura le tour du monde des droits humains. C'est 5 soirées, Antoine, tu confirmes? 5 soirées, 10 pays, et toutes les informations se trouveront du coup dans l'agenda sur notre site web. Voilà, encore un énorme merci à toutes et à tous. Merci à Jean-Drèse et à Philippe, et une excellente soirée. Merci. Merci. Au revoir.